Donc bonjour à tous. Je ne me cachais pas, j'attendais que le soleil soit disparu pour pouvoir être visible. Il y avait beaucoup de soleil sur l'estrade, donc pas visible. Donc bonjour à tous. Et donc, après tous ces topos introductifs, où beaucoup de choses ont déjà été dites, je dois dire quelques mots, je crois, introductifs sur l'épidémiologie, mais vous savez déjà beaucoup de choses sur cette épidémiologie de l'obésité. Ce que je remarque, c'est que cette obésité, on voit, et dès qu'on démarre, il y a déjà un petit peu une discussion où, soi-disant, on serait préventif ou curatif. Je crois que la discussion, elle se pose même pas. Et pourquoi elle se poserait plus que pour une autre pathologie? Enfin, ne me dites pas qu'ici, on ne rêve pas tous d'être au chômage, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de maladie. Ça serait quand même une société idéale. Et pourquoi est-ce que pour l'obésité, il en serait différemment? Bien sûr qu'on rêve tous, et j'espère que David rêve avec nous, mais il l'a dit, il rêve avec nous. Il rêve qu'il n'y ait plus de personnes qui soient obèses. Mais il l'a dit aussi, on sait très bien que c'est pas possible dans la société où on est. Donc on sait très bien que ces personnes qui ont un problème d'obésité, il va falloir les soigner. On n'a pas de doute là-dessus. Et puis on n'a pas de doute non plus que, comme pour beaucoup d'autres maladies, et comme pour toutes les maladies chroniques, elles sont évolutives, et qu'on les stabilise pas toutes, et que donc il y en a qui évoluent, et qui arrivent à un poids tel qu'ils ont un handicap tel que seule la chirurgie peut être un recours pour eux. Mais que bien sûr, on ne va pas les abandonner entre-temps, entre le moment où ils rentrent dans les troubles, où ils ont des troubles du comportement alimentaire, où ils ont des gènes qui leur favorisent, où ils évoluent sur le plan de leur poids. On ne va pas les abandonner jusqu'au jour où ils relèveront du chirurgien. Et bien sûr qu'on les accompagne. Et bien sûr que non, que nous ne sommes pas en échec sur cet accompagnement et sur cette prévention. La preuve, nous avons plus que 2 fois moins de personnes qui sont en situation d'obésité qu'aux États-Unis. Ça n'est peut-être pas qu'un hasard. C'est peut-être lié à notre mode de vie qui est différent, mais c'est peut-être aussi lié à toutes les campagnes de prévention. Il y a un plan national nutrition santé qui est en place depuis 2001 et on a une stabilisation de l'obésité. Entre 2009 et 2012, l'étude OBEPI retrouve une augmentation tout à fait négligeable de l'obésité. Alors bien sûr que chacun a sa place, bien sûr qu'il faut une prévention, bien sûr qu'il faut des soins primaires, bien sûr qu'il faut un niveau de second recours, et bien sûr qu'il faut un 3e recours, et bien sûr qu'il y a des obésités sévères avec un handicap sévère où il faut une chirurgie. Nous avons tous notre place. Non pas dans ce combat, parce qu'on ne peut pas se battre contre l'obésité. On ne se bat pas contre un problème sociétal, mais pour accompagner les personnes qui subissent cet environnement sociétal et qui ont aussi un profil biologique et des gènes qui leur favorisent et qui sont dans des conditions socio-économiques qui leur favorisent aussi. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler la définition de l'obésité. Donc je vous les mets sous les yeux, mais je ne vais pas vous en parler. Ce que je vais vous dire, c'est que le problème de l'obésité et de l'obésité sévère est un problème qui a été identifié depuis très longtemps. Hippocrate avait parlé lui-même de l'obésité. Je voudrais rappeler ce que veut dire obésité, terme sans ressenti comme péjoratif, et quand vous mettez le mot morbide derrière, c'est encore plus péjoratif. Toute personne qui va se voir étiquetée avec le mot d'obésité est une personne qui est étiquetée négativement. Automatiquement. De toute façon, elle s'est auto-étiquetée, ne la croyez pas naïve, elle le sait très bien dans la situation où elle est. Elle en souffre. Mais obésité, ça vient de ob, au-delà de, et hésiter, c'est édérer, c'est manger au-delà de. C'est-à-dire que dans le terme, il y a déjà la culpabilisation de la cause. C'est parce qu'on mange au-delà de ce qu'il serait nécessaire. Ce qui sous-entend quand même une responsabilité personnelle. Sommes-nous responsables de notre poids et de notre morphologie? Ça serait une autre question, un autre débat. Donc Hippocrate, Galien, ont tous les deux, il y a donc très longtemps, parlé de problèmes de poids, d'excès de poids. Le terme d'obésité n'était pas employé, mais c'était une situation qui mettait le corps en danger, et en danger avec un risque de mort. L'obésité telle que nous la concevons aujourd'hui, et notre notion d'index de masse corporelle, d'où ça vient? Je pense que c'est extrêmement important, parce que nous avons une société qui est une société normative. À la fois, il faut accompagner les personnes, à la fois, il faut les traiter, à la fois, quand il y a un handicap sévère, il faut les traiter par tous les moyens à notre disposition, et des personnes sont transformées par la chirurgie. Il faut se poser la question d'une société normative. La classification de l'obésité telle que nous la connaissons aujourd'hui a été lancée par les compagnies d'assurance américaines. Les compagnies d'assurance américaines
vous voyez, dans les années 1940, ont identifié que les coûts pour la société et pour les assurances étaient d'autant plus importants que l'index de masse corporelle était élevé. Donc il faut bien voir que derrière, déjà initialement, cette classification, il y a une volonté de normer et de normer pour identifier des notions de coût. Depuis, la société de communication et la société de consommation s'est installée, et il y a une norme qui est une norme de l'image. Et on nous vend une image à laquelle nous devrions tous nous conformer. Jeune, beau et mince. À se demander si on a encore le droit d'avancer en âge. En tout cas, au poids, on n'a plus le droit. Il faut se normer à ce que la société nous impose. Et la société ne nous impose pas 24,9 d'index de masse corporelle, la société nous impose 19, 20, pour pas dire 18, 17 pour les femmes. Face à ça, on nous impose de consommer, et donc nous sommes déjà dans une société schizophrène qui va nous imposer des restrictions, des contraintes, de la productivité, qui va entraîner des souffrances psychologiques, où on nous propose de nous réconforter avec l'alimentation. Donc on est déjà dans quelque chose toujours qui est un petit peu schizophrène. Alors cette obésité, nous sommes médecins, ce problème d'obésité, ce problème de poids, et il y a des problèmes pour la santé, et c'est pour ça que nous intervenons. Il faut faire de la prévention, d'ailleurs on peut se demander la prévention, et ça a été dit dans les topos introductifs, la prévention ça n'est certainement pas qu'un problème de médecin. Je poserais même la question, est-ce que c'est un problème de médecin? Alors, il serait abusif de répondre non, mais je crois qu'il est bien important de cerner la place du médecin, parce que quand un médecin généraliste voit quelqu'un en consultation, y compris pour un autre problème, il va falloir qu'il se positionne et savoir comment aborder le problème de poids alors que la personne est venue pour une grippe. D'ailleurs, si la personne est là pour sa grippe et que vous lui parlez de son poids, franchement, ça va peu la marquer ou ça risque de la vexer, c'est tout ce que ça risque de faire. Donc il faut quand même avoir une certaine approche. Mais la prévention, elle est sociétale et elle fait intervenir certainement beaucoup d'autres mondes que le médecin qui n'est pas un professionnel de santé, qui est un professionnel du soin, et qui n'est pas un professionnel de prévention pour la plupart d'entre eux. Certains se sont spécialisés dans la santé publique et dans la prévention. Mais globalement, la majorité d'entre nous sont des professionnels du soin. Donc nous soignons les personnes qui ont une pathologie. Donc il est important de voir cet index de masse corporelle où il se situe face aux risques pour la santé. Je ne vais pas détailler toutes ces courbes, mais j'en prendrai seulement une, qui est celle du haut, les autres étant des corrections, qui évalue le risque de décès en fonction de l'index de masse corporelle. J'ai choisi une étude, c'est une étude qui est une méta-analyse, qui est publiée dans le New England, donc c'est quand même un journal de référence, et vous en trouverez des qui sont discordantes. Il n'y a pas d'unanimité. Mais regardez cette étude, et elle n'est pas la seule quand même. Et regardez, si ça veut bien rester en place, on ne veut pas que je présente cette diapositive, regardez ce qui se passe pour le risque de mortalité, où est-ce qu'il est minimum, entre 25 et 28 d'index de masse corporelle. Et pas au niveau d'IMC, où on nous imposerait que nous devrions être tous. Après, quand vous montez sur des index de masse corporelle qui sont importants, et notamment au-dessus de 35, oui, vous vous retrouvez avec une augmentation de morbidité. Et là, il n'y a plus aucune hésitation, toutes les études sont d'accord. Alors quand même, les autres études où on montre une pente plus importante, les autres analyses où on montre une pente plus importante, c'est chez les personnes qui n'ont jamais fumé. Et là, l'index de masse corporelle devient un facteur très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des facteurs confondants dans ce risque de mortalité lié à l'obésité. Et que finalement, le tabagisme représente un facteur de risque qui est peut-être plus important que l'index de masse corporelle, et que donc il faut y faire bien attention, et qu'il faut savoir, en tant que professionnel, accepter aussi, et pas toujours vouloir normer tout le monde, et à mon avis, il serait un tort, en dehors de comorbidité, d'essayer de maintenir les personnes entre 18 et 25 d'index de masse corporelle. Est-ce que c'est adapté à une société de consommation? Est-ce que c'est adapté à une société d'abondance? Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser déraper le poids. Il faut, et c'est sûr que c'est pas bien une société où l'index de masse corporelle, c'est pas bien sur le plan santé, coût, sur le plan organisationnel, c'est pas bien sur le plan individuel. Mais justement, je crois qu'il faut différencier la responsabilité individuelle, accepter qu'un individu ne soit pas dans les normes, même si nous devons avoir des actions au niveau de la santé publique et des actions sociétales pour qu'effectivement on ne continue pas à avoir cette dérive. Donc je suis censé parler d'épidémiologie, donc juste deux mots, je vous rappelle, mais tous ceux qui sont présents ici le savent forcément, que la dernière étude OBEPI montre en 2012 qu'il y avait 32,3% de personnes en surpoids, qu'il y avait 15% de personnes en situation d'obésité, et que ça fait donc quasiment la moitié de la population qui est au-dessus de ce que les normes considèrent, que cet index de masse corporelle, il dérive
progressivement vers le haut et que ça n'est pas une bonne chose sur un plan sociétal, ça j'en ai aucun doute, qu'il y a un nombre de personnes qui ont une obésité sévère qui est de plus en plus important et que donc ça pose un problème d'organisation des soins, que ça pose un problème de la place de la prise en charge chirurgicale et que donc ça pose un problème d'organisation et de la place des CSO et que c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui. Je ne voudrais pas être trop long, juste la situation de notre région face à une moyenne nationale donc, qui est un peu au-dessus de 14%, nous sommes légèrement au-dessus à 15,6%. Ceci dit, quand premières études OBEPI en 1987, nous étions largement au-dessus de la moyenne nationale et maintenant nous sommes en train de rejoindre la moyenne nationale, donc il n'y a pas d'évolution plus catastrophique chez nous. Vous voyez que les zones les plus atteintes, c'est les zones du Nord. Vous voyez que le Nord, Pas-de-Calais, est à 21,3%, ce qui est une situation beaucoup plus préoccupante. Vous savez qu'aux États-Unis, la situation est bien pire. Et vous le savez tous, mais je me permets quand même d'insister, les problèmes de poids, l'excès de poids, la situation d'obésité est un marqueur social. Donc, rien que ça, c'est une évidence que la solution ne peut pas être le soin, qu'il soit médical et chirurgical, mais que la solution doit bien sûr prendre en charge, doit considérer une prise en charge globale, sociétale, qui inclut tous les niveaux dans la société. Et il y a certainement des questions politiques derrière qui sont extrêmement importantes, quel que soit le bord de la politique à considérer. Mais en tout cas, il est bien important de le prendre en compte. Ce sont les personnes en plus en souffrance dans la société qui sont le plus victimes de ces problèmes pondéraux et des obésités les plus sévères. Je crois qu'il faut bien le prendre en compte. Je montre toujours cette diapositive où on voit rien, mais c'est exprès, c'est pour vous montrer qu'on voit rien. Et c'est vrai que sur le plan médical, qu'on est dans le brouillard. On est dans le brouillard et on ne sait pas. C'est pas une maladie simple, c'est une maladie complexe, c'est une maladie systémique. Il y a des tonnes de choses qui sont appliquées et on ne trouvera pas la solution par une réponse simple. J'entendais le 1er avril, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Le 1er avril, je prenais rarement la radio dans ma voiture, mais là j'avais France Inter. J'ai entendu le professeur Philippe Frogel, l'un des meilleurs généticiens, n'en pas douter dans les problèmes métaboliques de l'obésité, mais nous annonçait en direct aux informations qu'on avait trouvé certainement un gène qui allait permettre de trouver une solution pour l'obésité. C'était un gène de l'amylase au niveau de la salive. On avait trouvé des nouvelles modifications de la digestion dès la phase buccale avec la salive. Je me souviens, en 1994, j'ai vu la même chose au journal de 20 heures avec Patrick Poivre d'Arvor, qui nous annonçait qu'on avait trouvé le gène de l'obésité et qu'en face c'était résolu, c'était le gène de la leptine. Excusez-moi de mon pessimisme, mais c'est pas un pessimisme, c'est un optimisme. Mais la solution de l'obésité ne passera pas par la découverte d'un gène. C'est multifactoriel, c'est multigénique. Ça ne rend pas compte que de la biologie, c'est des problèmes sociétaux, c'est des problèmes de production alimentaire, c'est des problèmes politiques, et c'est l'intégration et la prise en charge de tout ça qui le permettra. Donc, face à tout ça, et je crois que c'est en conscience de toutes ces problématiques, à la fois pour organiser la chaîne des soins avec les différents niveaux, la gradation de prise en charge, qu'un plan obésité a été mis en place. Mais dans ce plan obésité, il y a aussi les versants prévention, il y a aussi les versants organisation des soins primaires, et donc il ne faut pas négliger tout ça, même si surtout aujourd'hui on va parler de problèmes importants, qui est le problème de la phase précoce de l'enfant, de la grossesse, qui détermine beaucoup de choses, et là on a certainement beaucoup de choses à faire en prévention, je ne suis pas sûr qu'on sache tout aujourd'hui, et là il y a de la recherche à faire extrêmement importante, je crois que c'est des phases extrêmement importantes, et puis après dans un deuxième temps on parlera de l'organisation avec surtout une orientation sur la chirurgie. Voilà, je passe la parole à Marine pour qu'elle présente donc cette organisation des CSE. Bonjour, donc je vais reprendre à partir de ces diapos. Donc l'axe 1 du plan national obésité avait donc pour ambition de mettre en place sous l'autorité des agences régionales de santé une offre de soins lisible, cohérente et donc lisible pour les professionnels de santé. Cet axe donc 1, l'amélioration donc de l'offre de soins est construit sur une logique de gradation des soins, c'est-à-dire qu'au niveau de la prise en charge de l'obésité, le parcours se distingue en 4 niveaux de recours. C'est ce qu'on appelle la gradation des soins. Donc le premier recours est un recours donc de proximité qui est assuré par
le médecin traitant ou le pédiatre qui est en charge donc de faire le dépistage de toutes les personnes à risque, de faire les bilans, de faire la prise en charge initiale et de coordonner donc les soins avec les acteurs du deuxième recours si besoin en est. En aval de ces soins de premier recours, il y a donc le recours de territoire, le recours territorial, donc le deuxième niveau, qui est assuré soit par les médecins spécialistes comme les endocrinologues, les médecins spécialisés en nutrition, les psychiatres, les pédopsychiatres, les chirurgiens libéraux, les chirurgiens digestifs. Il peut être assuré également par les établissements de santé de court séjour, qu'ils soient publics ou bien privés, ou les établissements de santé SSR également. Les réseaux aussi interviennent sur ce deuxième niveau de recours. Je vous rappelle qu'il y a 2 réseaux d'obésité sur la région, un à Alès et un sur Béziers. Et n'oublions pas non plus les acteurs du médico-social, les diététiciens, les psychologues, les enseignants en activité physique adaptée, les assistantes sociales et les kinés également, qui peuvent aussi aider tous ces médecins du deuxième recours sur ce niveau. Le troisième recours est assuré par les centres spécialisés de l'obésité, je reviendrai tout à l'heure dessus, qui ont 2 missions principales. Premièrement, la prise en charge de l'obésité pluridisciplinaire de l'obésité complexe, et l'organisation de la filière de soins dans la région. Le quatrième niveau est un recours suprarégional qui est donc assuré par les centres intégrés de l'obésité, appelés donc les CIO, qui ont les mêmes missions que des centres spécialisés d'obésité, mais qui développent également tout l'aspect recherche, innovation et enseignement, et qui interviennent donc pour tout ce qui est maladies rares, pour tous les diagnostics un peu spécialisés. Donc c'est pourquoi donc la Direction générale de l'offre de soins suite à l'instruction de la DGOS du 29 juillet 2011 a chargé donc les agences régionales de santé de lancer un appel à projet régional afin de désigner entre 1 et 4 centres spécialisés obésité dans chaque région en fonction de la taille de la région et de la prévalence de l'obésité. Il y a en tout 37 centres spécialisés en France sur 21 régions, je le rappelle. Parmi ces 37 centres spécialisés, on trouve 5 centres intégrés d'obésité, 2 sur la région Île-de-France, un sur Lyon, un sur Toulouse et un sur Lille. Pour la région Languedoc-Roussillon, donc un seul CSO a été désigné par l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon suite à cet appel à projet. Il s'agit donc du CHU de Montpellier qui a été donc désigné en décembre 2011. Ce centre spécialisé d'obésité s'organise autour d'un comité de pilotage qui se réunit une fois par mois pendant 2 heures, afin donc de déterminer les objectifs et les actions à mettre en place au niveau du CSO. Il est composé donc des membres du CHU de Montpellier et de membres également de l'Agence régionale de santé. Pour le CHU de Montpellier, donc il s'agit du professeur Antoine Avignon, endocrinologue et chef de pôle du pôle Embrun, endocrinologie, maladies métaboliques. Le professeur David Noca qui donc s'occupe de la chirurgie digestive à Saint-Éloi. Le professeur Éric Renard, endocrinologue, diabétologue au pôle Embrun également. Le docteur Claire Jandel s'occupe du service de pédiatrie. Le docteur Patrick Lefebvre qui est également endocrinologue au pôle Embrun. Monsieur Perra qui est donc directeur des affaires médicales, et moi-même pour le CHU de Montpellier. Pour les membres de l'Agence régionale de santé, donc le docteur Philippe Wagner, médecin référent en obésité, Monsieur Daniel Apod, qui est chargé de mission pôle des soins hospitaliers, direction de l'offre de soins et de l'autonomie,
et Monsieur Jean-Paul Romarin, inspecteur des actions sanitaires et sociales. Donc, en parallèle de la désignation de ces centres spécialisés d'obésité, l'Agence régionale de santé avait également en charge d'améliorer l'accueil dans les services, dans les centres de soins de suite et de réadaptation, en désignant 1 ou 2 centres spécialisés SSR, afin d'aider le CSO dans sa tâche de 3e recours et en permettant l'équipement de ces centres SSR afin de pouvoir prendre en charge des cas d'obésité très complexes et notamment les personnes obèses au-delà de 140 kg qui posent souci sur la région. Donc les 2 centres de soins de suite et de réadaptation qui ont été désignés de recours régional au niveau de la région Languedoc-Roussillon, c'est donc le centre SSR du Grau-du-Roi qui fait partie du CHU de Nîmes pour les adultes et le centre SSR de l'Institut Marin Saint-Pierre à Palavas pour les enfants. Donc, avec le CSO, ils forment donc le 3e recours. Donc maintenant, je vais vous parler des missions du CSO. La première mission du CSO, donc, c'est d'être l'établissement de recours régional, à la fois médical et chirurgical, pour toutes les situations d'obésité multicompliquées. Donc le CSO intervient sur toutes les situations, effectivement, les personnes qui sont en situation d'obésité complexe, qui nécessitent des soins spécifiques. Il intervient donc, il possède toute l'expertise et tout le matériel nécessaire pour tous ces cas d'obésité compliqués. De plus, donc l'état les transports n'étaient pas assurés au niveau des personnes de plus de 140 kg sur la région. Par conséquent, donc le CSO a fait l'acquisition d'un véhicule bariatrique l'année dernière. Un premier puis un deuxième, sur des crédits dédiés de l'ARS afin d'organiser les transports de ces personnes qui pèsent plus de 140 kg et qui posaient vraiment un souci au niveau de la région. Donc ces véhicules de transport bariatrique peuvent permettre donc de transporter des personnes pesant jusqu'à 350 kg et sont disponibles donc pour la région. Et de plus, le CSO est en train donc de mettre en place donc des réunions de concertation pluridisciplinaires de recours régional. Ces RCP de recours régional auront lieu donc une fois par trimestre et après en fonction de la demande. Tous les établissements de santé qui souhaitent présenter des dossiers d'obésité compliqués pourront soumettre ces dossiers donc au CSO et ces RCP de recours régional pourront avoir lieu en visioconférence afin de faciliter donc l'accès à chacun. Ça ne changera rien, absolument rien, aux RCP locales qui sont déjà mises en place par les établissements de santé pour les cas courants d'obésité. La deuxième mission du CSO, c'est d'organiser donc la filière de soins dans la région en intégrant cette notion de gradation des soins. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le CSO est une partie importante et structurante du dispositif, mais qui n'aura de pertinence que dans le cadre d'un maillage territorial et d'une chaîne de soins cohérente avec tous les acteurs du premier recours et du deuxième recours. Donc pour cette mission d'organisation des filières, donc l'Agence régionale de santé le CSO a recruté, chaque CSO a recruté un coordonnateur ou une coordonnatrice pour 2 années consécutives afin de mettre en place ces actions. Donc la première étape de cette deuxième mission, c'était d'abord l'identification, donc identifier donc les filières de soins, savoir en fait qui fait quoi, où, comment, en lien avec qui, quelles sont les ruptures de prise en charge, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, quels sont les liens formels, informels. Donc on a identifié 22 établissements de santé pouvant prendre en charge des personnes obèses sur la région, 22 établissements de santé court séjour. On a également identifié donc des centres de soins de suite et de réadaptation et nous sommes en cours d'identification des professionnels de santé libéraux, soit qui prennent déjà effectivement des personnes obèses à l'heure actuelle, soit qui souhaitent s'impliquer en tout cas dans la prise en charge des personnes obèses. La deuxième étape, ce sera la construction de ces filières de soins.
Donc, une fois identifié, le CSO formalisera ses partenariats. Donc, le CSO a élaboré une charte de bonne pratique, une charte de bonne pratique qui donc sera adressée à tous ces établissements de santé impliqués dans l'obésité et tous ces professionnels de santé libéraux. Elle a déjà été adressée aux établissements de santé de court séjour et SSR. Et d'ailleurs, je vous remercie, il y a déjà des établissements qui m'ont déjà renvoyé cette charte signée. Pour les professionnels de santé, ce sera également fait voilà, prochainement. Donc ces partenariats sont pour l'instant, cette liste de partenariats n'est pour l'instant pas exhaustive, mais elle évoluera au fil du temps. Et la dernière étape, ce sera donc de communiquer cette offre rendue lisible à la fois aux professionnels de santé, surtout aux professionnels de santé, mais également au public. Donc pour ça, le CSO réalisera un annuaire des ressources médicales, paramédicales et de tout acteur pouvant prendre en charge donc des patients obèses. Cet annuaire ne seront dans cet annuaire que les établissements de santé ou les professionnels de santé ayant au préalable signé cette charte de bonne pratique. Et cet annuaire donc sera géré uniquement par le CSO. Il sera hébergé par le site internet, sous la forme d'un site internet qui sera lui-même hébergé par le site internet du CHU de Montpellier. Et outre l'annuaire des ressources médicales, cet annuaire comportera également des textes de réglementation de bonnes pratiques, également toutes les formations proposées par le CSO. Il proposera également le calendrier de CRCP de recours régional, le calendrier et le programme des journées régionales et départementales proposées par le CSO. Et cet annuaire, ce site internet, aura donc un double accès, c'est-à-dire un portail d'accès accessible à tout public, au grand public, et un portail d'accès sécurisé, uniquement disponible pour les professionnels de santé. Le CSO a également, pour rendre lisible cette offre, a également réalisé des supports d'information sous forme de plaquettes que vous trouverez dans la pochette qu'on vous a remise à l'accueil. Donc ce sont des plaquettes à destination du premier recours et du deuxième recours. Et également vous trouverez aussi dans cette pochette qu'on vous a remise donc les plaquettes qui ont été réalisées par l'Agence régionale de santé avec la participation du CSO, donc à destination des médecins généralistes dans la nouvelle campagne des délégués de l'assurance maladie. Voilà, en conclusion, je dirais juste que cette reconnaissance des centres spécialisés obésité par les agences régionales de santé pour rendre cette offre plus lisible et notamment, surtout pour les médecins généralistes, savoir quelle est la porte d'entrée et quel circuit suivre, est un enjeu fondamental pour toutes ces personnes vulnérables et que cette organisation de soins doit permettre à toutes les personnes en surpoids ou en obésité d'avoir accès à une prise en charge globale, graduée et de proximité et si besoin en est d'avoir recours à un plateau technique spécialisé comme le propose le CSO. Je vous remercie.